Abidjan est vraiment une terre d'opportunités où la tech se développe. C'est une qualité de vie que j'avais pas avant. D'Abidjan, je savais que c'était une ville chère, mais je crois qu'on se rend pas compte de tous les postes de dépenses. C'est quand même confirmé et on sent que le meilleur est encore à venir. Marketing digital, start-up, automatisation, intelligence artificielle. Tous ces mots sont devenus familiers dans notre quotidien, mais ils cachent un enjeu crucial. À l'heure où le monde s'accélère, où la technologie transforme nos vies et nos métiers, l'Afrique francophone est-elle vraiment prête? A-t-elle su prendre le train en marche ou est-elle encore sur le quai? Dans cet épisode, on reçoit Gaël Angoula, un passionné de tech et de stratégie digitale, qui a travaillé sur plusieurs continents avant de faire le pari d'Abidjan. Mais attention, c'est pas un retour à l'aveugle. Il a préparé son arrivée comme on monte un projet. Avec vision, avec méthode. Et surtout avec ambition. Ce qu'il veut accompagner les acteurs en Afrique francophone à maîtriser leurs propres outils, à créer leurs propres modèles. Ce qu'il apporte, une expertise pointue du digital, des réflexions pertinentes sur l'écosystème tech local et une foi inébranlable dans le potentiel de la jeunesse africaine. Un épisode passionnant pour celles et ceux qui veulent comprendre les enjeux du numérique sur le continent et surtout y contribuer concrètement. Aquabac. Merci de me recevoir. Merci à toi. On est ravis de t'avoir parmi nous. On commence tous les épisodes par un petit jeu brise-glace. Okay. Donc tu as des cartes devant toi, on appelle les cartes mystères. On va te proposer d'en piocher 3 auxquelles tu devras répondre. Tu as droit à un joker, donc tu as droit de ne pas répondre à l'une des questions. Il faudra juste nous dire pourquoi. On commence par là. Go. Tu peux sélectionner les 3 au milieu, pas nécessairement, voilà. Ouais, au hasard. Vraiment au hasard. Bien, 1, 2. J'ai droit à un joker. Oui, tout à fait. Ok, c'est parti. Je vais te proposer, en fait celle-ci je suis quasiment sûre qu'elle est déjà sortie. Celle-là? Ouais. Je la laisse. Voilà. On aurait dû les enlever. C'était mon joker. Déjà le jeu il est pipé. Il est toujours pipé. Mais là c'est parfait. Go. Bon? Ouais. Allez, vas-y. Je lis la question. Oui. Ok. Soins médicaux, tourisme médical ou soins locaux? Quand tu dis tourisme médical, c'est-à-dire prendre un avion pour me soigner? Ou soins locaux? Je dirais que ça dépend du diagnostic. D'accord. Ok. Si c'est pas trop méchant, je resterai ici, en soins local. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez tu as une assurance locale. Comment ça se passe? Comment tu gères justement cet aspect lié Alors à ta actuellement, santé? j'ai une assurance locale et une assurance également encore D'accord. en France qui tourne. Donc ce qui correspond à ce que tu viens de dire. Si c'est quelque chose d'assez simple, bénin, tu le gères ici. Exactement. Si c'est plus sérieux, Voilà. tu pars. On va croiser les doigts pour ne pas en avoir besoin. Ok. Exactement. Vas-y, deuxième question. Si tu étais un plat local, lequel serais-tu et pourquoi? Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter Ouais. la cuisine ivoirienne? Oui. Mais non, mais le premier plat local qui me vient, ben non, enfin, poulet grillé à locaux, on peut dire c'est local ou pas? Oui, de toute façon, il y a un locaux, donc forcément. Ok, donc ce serait celui-ci. Pourquoi? Parce que je m'en lasse pas. Ok. Au moins, c'est efficace. C'est une valeur sûre quoi en fait. C'est efficace. Ok. Le dernier. Quel aspect du retour au pays mériterait plus d'attention, de discussion et d'information? Je dirais peut-être le temps d'acclimatation, d'adaptation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant justement ces premiers mois, ces premières semaines, mais je dirais que le retour au pays prend peut-être, en tout cas ici à Abidjan, je dirais un an et demi peut-être pour être relativement plus assis. Donc je dirais que c'est en tout cas une dimension que j'avais pas pris en compte. Et j'ai peut-être même l'impression que dans mes autres expatriations, c'était plus court. Ah. Voilà. Et tu arrives à l'expliquer comment? Parce que souvent, quand on se dit
repatriation de la diaspora africaine, on se dit qu'on a déjà les codes, qu'on est déjà venu au pays, donc pour nous ça va être smooth. Et finalement, tu as l'air de dire, parce que toi, l'Asie, c'est ça Non, c'est ça, c'est peut-être la raison. Moi, je me suis expatrié en Espagne, j'ai vécu 4 ans à Barcelone et 5 ans à Londres. Ok, donc tu étais quand même en Europe. Très proche de la culture française avec beaucoup de Français. Et donc je retrouvais facilement mes repères, on va dire. Et puis c'était en effet une culture occidentale. Ici, il y a quand même l'effet d'être une vraie expatriation, où je suis loin de mes repères, loin de ma famille, loin de mes amis. Mais également, en effet, un décalage dans les relations humaines, au niveau du travail, au niveau des soins dont on vient de parler, et également peut-être le fantasme qu'on se fait de l'Afrique lorsque on vit encore en Europe ou même quand on prépare le voyage. Il y a ce décalage-là qui est important et je pense qu'il faut prendre en compte et qui mérite peut-être plus d'attention. Ok. Et je me permets, parce que tu dis des choses qui sont très intéressantes, tu parles d'un décalage. Ouais. Pour toi, il s'est positionné où ce décalage-là? S'il y a un aspect de ta repatriation qui t'a vraiment déstabilisé par rapport à l'idée que tu t'en faisais, ça serait lequel? Je pense que c'est peut-être l'idée de devoir accepter. De devoir accepter, c'est encore en cours. D'être un benguiste tout le temps. Ok. Voilà. C'est-à-dire que je ne serai jamais perçu, en tout cas, comme un local. Même si donc on parle de retour sur le continent. Moi, je suis né sur le continent. J'y reviens très souvent, mais je ne serai jamais local. Et donc il y a ce fantasme qu'on se fait du retour en Afrique en disant mais c'est bon, on retourne chez nous. Il y a certaines choses que l'on ne va pas retrouver. Mais il y a quand même ce décalage-là qui est présent, quoi. On va se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, ce qui est vrai, mais à la fois on leur ressemble et en même temps on reste dans une forme de différence, quoi. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on n'y est pas nécessairement prêt et ça te suit en permanence. Moi, ça fait déjà 4-7 ans. Et en fait, au bout de 7 ans, où que j'aille, c'est aussi lié à l'addiction. On dit même sur l'addiction. Juste quand tu te déplaces, la manière dont tu t'habilles, on sait que toi, nécessairement, tu as fait un tour en bang. C'est sûr, exactement. Non, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Exactement. Et peut-être même, tu vois, bon, en Espagne, je ne vais pas abuser, ça se voyait que je n'étais pas d'ici. mais à Londres, tu vois, où c'est très cosmopolite, etc., tu te fonds dans la masse peut-être beaucoup plus facilement. Bon, je restais quand même le français dans la boîte, etc. Tu vois, j'ai bien dit le français. mais je veux dire dans la rue, etc. Tu étais quand même beaucoup plus local. En fait, si jamais il y a quelqu'un qui ressemble à un Londonien, sachant que la société est très cosmopolite. Mais ici, on ressent que bon, oui, du matin au soir, tu resteras un banguiste, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, du coup, on a fait les 3 questions. Merci. Je t'en prie, ça va, c'était pas trop Ça s'est bien passé. Ça va bien passer. On a eu des moments un peu plus sensibles, donc tu as eu la main heureuse. Alors, si on aborde les questions du pourquoi, c'est-à-dire comment tu es arrivé ici à Abidjan. Alors, toi, c'est que tu as une riche expérience de 15 ans avant d'arriver ici. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? Alors, comme je le disais auparavant, moi j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Je rentre en Afrique à peu près tous les 2-3 ans depuis une quinzaine d'années. Donc je voyageais beaucoup chez moi à Brazzaville, un petit peu au Sénégal et déjà en Côte d'Ivoire où j'étais déjà venu 2 fois. J'avais pu voir déjà quand j'étais sorti de Brazzaville que bon, il y a quand même certaines opportunités, un certain développement qui est intéressant en Côte d'Ivoire et à Dakar. Et donc plus je prenais de l'âge, plus quand même je me disais bon, j'ai acquis une expérience, j'ai passé certaines étapes peut-être en Europe et envie de découvrir quelque chose d'autre. Donc j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée de revenir sur le continent. Donc naturellement, Abidjan sortait du lot, tout comme Dakar. J'avais le retour au pays également, ça c'est quelque chose, je sais que j'en parle pas beaucoup, mais j'ai créé un média à Brazzaville qui parle de l'économie numérique des startups depuis 5 ans déjà. Donc je vivais toujours en France et j'avais créé ça avec un associé qui est sur place.
depuis 5 ans. Donc j'avais toujours ce retour au pays. J'étais déjà passé donc par la création d'une entreprise au pays. Et le pays m'attirait de plus en plus. J'avais jamais franchi le pas de me dire ok, c'est bon, c'est le moment d'y aller. Je m'étais toujours dit, comme un peu tout le monde je suppose, ouais, dans 5 ans c'est bon, dans 10 ans je règle ça, tac tac, un appart là, peut-être après c'est bon, je peux y aller. Mais en fait, un chasseur de tête m'a contacté et ça s'est fait assez rapidement, quelques discussions en famille avec madame et on a décidé de sauter le pas. Ok, donc c'est l'occasion qui a fait entre guillemets le larron, quoi. Exactement, c'est ça. C'était... l'idée était là, la germe était là, il est juste venu arroser et puis... L'idée était là et au bout d'un moment l'opportunité s'est présentée. Et bizarrement, c'est vrai que même quand l'opportunité s'est présentée, on essaie de lister tous les points négatifs sur le fait de mais c'est pas le moment, moi j'avais dit que je partais dans 5 ans, là c'est pas le moment pour telle ou telle raison. Mais au final on se dit que bon peut-être que il n'y a pas... C'était un soft landing quand même relativement agréable. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a à perdre, il faut y aller. Agréable parce que c'était un poste salarié en fait. Ouais, c'était un poste salarié. Il y avait quelque chose de relativement encadré. C'était un poste salarié, donc oui, très encadré, c'était un CDI, mais également dans mon domaine d'activité. C'est-à-dire que j'avais vraiment fait aucune concession sur le fait que je toujours travaillé dans l'univers des startups. Et c'était l'occasion, pour aller plus loin que donc, de mon média, où je traite de l'actualité du numérique et des startups africaines, là c'était l'occasion de mettre à profit mes compétences pour les startups africaines. Donc c'était la belle occasion. Ok. Alors, tu es originaire du Congo. Oui, Brazza. Tu as un peu répondu à la question tout à l'heure, mais tu aurais pu faire le choix. En plus, tu as monté une entreprise au Congo. Tu aurais pu faire le choix d'aller t'installer au Congo. L'opportunité, on l'a bien compris, mais quand même, pourquoi Abidjan? Tu aurais pu te dire finalement, non, moi, mon projet, c'est pas Abidjan, c'est mon pays. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es prêt à prendre un autre chemin quelque part? Ok. Comment dire? Tu n'es pas allé à Brazzaville, Ismaël? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je sais pas trop comment répondre à cette question en réalité. Bon, moi j'ai vécu au Congo, donc je peux comprendre. Moi j'étais à Libreville. Explique-moi de Je pense que quand tu fais Congo, Côte d'Ivoire, rapidement. C'est la dynamique économique, c'est la qualité de vie, c'est... Qualité de vie peut-être pas, parce que moi j'aime beaucoup mon pays et c'est un beau pays, on y mange bien, j'ai toute ma famille, beaucoup de ma famille qui est là-bas, donc en termes de chaleur humaine, moi je fais pas mieux en Afrique. Maintenant, d'un point de vue professionnel, les opportunités dans mon métier, il n'y a pas sans semblable à Brazzaville. Abidjan est vraiment une terre d'opportunités où la tech se développe et ça reste en Afrique francophone en tout cas un des fers de lance de l'économie. Donc c'était évident que je ne retrouverais pas une telle opportunité, je dirais même dans un autre pays d'Afrique francophone. Alors, je vais me permettre ma petite sortie, genre j'ai bien fait mes recherches et tout. Est-ce qu'on peut considérer que le montant des levées de fonds sont quand même des indicateurs du dynamisme finalement des startups dans un pays? Est-ce que c'est un indicateur? Oui, c'en est un, parce que ça montre quand même le degré de maturité et d'intérêt de pays extérieurs à l'Afrique francophone qui viennent investir, parce que quand même le capital est risque, donc les gens qui investissent dans des startups ici en Afrique francophone ne sont pas forcément ivoiriens, ne sont pas forcément africains, donc ça montre en effet le dynamisme, mais si c'était ça, si c'était cet élément que j'avais suivi, je serais retrouvé au Nigeria. Exactement, mais alors Rwanda, tout à l'heure tu parlais de la Côte d'Ivoire en Afrique francophone. Oui. J'ai découvert récemment qu'en fait la Côte d'Ivoire, ils sont 3e après le Sénégal, d'ailleurs le Bénin en premier, après il y a le Sénégal, après il y a la Côte d'Ivoire et enfin le Cameroun. Tu parles en termes de levée. Montant de levée? De montant de levée. Le Bénin arrive... j'ai pas ce chiffre. Je sais que le Bénin pousse fort. Ouais, mais 2023. 2023, ils sont sortis en premier. Donc moi, c'est vrai que ça m'a vachement... Oui, ça m'étonne. Fortement, excusez-moi.
étonné. Et c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que c'est un indicateur ou pas? Donc oui, a priori, c'en est un quand même. C'était pas le premier pour moi en tout cas, sinon je serais parti dans un pays anglophone. Mais ça montre en effet quand même un certain dynamisme de l'écosystème tech et des startups qui s'y créent. Moi, je suis tombé dans la tech africaine en lisant un livre qui s'appelle Startup Lions de Karim Abdelkrim, qui m'a montré justement, j'ai dévoré ce livre justement en 2019 avant de faire ma création d'entreprise à Brazzaville. Et ça a montré justement le dynamisme et le développement des différentes startups en Afrique. Et justement leur façon de se développer très différente de ce qu'on trouve en Europe. On fait vraiment des sauts de grenouille, c'est-à-dire ce qu'on appelle des leapfrogs, nous on parle beaucoup anglais, dans le sens où ici en Afrique on voit peu de développement par exemple de solutions tech sur le desktop, sur l'ordinateur de bureau classique, mais beaucoup sur le mobile. Avec la naissance du mobile money avec la startup M-Pesa qui est au Kenya je crois, c'est ça, Kenya. C'est le Kenya. Voilà. Qui s'est développée à vitesse grand V parce qu'elle répond réellement à un problème sociétal, à un problème avec beaucoup d'impact qui est la bancarisation, la faible bancarisation. Moi, c'est ça ce qui m'intéressait. C'est même ce qui m'intéressait également lorsque j'ai créé mon média qui s'appelle aujourd'hui Africa Digital News, qui est le fort impact et le fort développement de différents projets. Et c'est pour ça aussi, je pense que les fonds d'investissement s'intéressent à l'Afrique parce que sur certaines problématiques, le potentiel de développement et l'impact que peut avoir la start-up dans son environnement est énorme. Et c'est ça ce qui est super intéressant dans la tech africaine. Voilà. Ok, très intéressant en tout cas pour toi en termes de paysage, un peu de l'écosystème. Très clair. Oui, Ismaël est un peu parti du thème du départ. Ah oui, je suis partie mais pour revenir en fait sur l'installation, quelle a été un peu ta démarche en fait quand tu es venu t'installer? Est-ce que pour ta préparation, est-ce que tu t'es appuyé sur des personnes en particulier? Est-ce que tu as demandé conseil à quelqu'un? Comment tu as géré ça un peu? Moi, l'entreprise, donc le M-Studio m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Parce que j'ai ma collègue qui avait déjà recherché des appartements. Donc quand je suis arrivé, j'avais plus qu'à en visiter certains et j'en ai sélectionné un. J'avais également un ami proche sur place qui m'avait conseillé au niveau de l'installation. Il m'avait donné le contact pour avoir un appartement à louer pendant un peu plus d'un mois. Donc c'était vraiment ce que j'appelle un soft landing où j'avais mon lieu de travail, mon Airbnb, mon appartement plus périn qui arrivait après. Vous m'avez super bien accueilli tous les deux. Il faut bien le préciser, je vous remercie encore. Avec tous les bons contacts, WhatsApp, etc. qui fait que sincèrement, c'était un soft landing vraiment très agréable et relativement facile. Et vous avez fait le choix avec ta compagne que tu viennes dans un premier temps et qu'elle te rejoigne après. Exactement. Comment s'est passée cette période de transition? Est-ce que tu le referais exactement de la même manière aujourd'hui? Oui, c'était intéressant pour justement, parce que moi j'ai commencé à travailler tout de suite au bureau, donc, et puis elle avait encore pas mal de choses à régler sur Paris. Donc c'était peut-être trop long. Ça a duré combien de temps? 6 mois à peu près. 4 mois. Dans ma tête, c'est le ressenti. Ce qui prouve que c'était trop long. Voilà. Le réel et le ressenti. Voilà, c'est pas pareil. Donc c'est 4 mois. Elle est venue quand même entre-temps, où on a pu gérer quelques détails de l'installation. Oui, peut-être refaire différemment, je dirais plus court. Mais c'était intéressant quand même dans le sens où au début, c'est un petit peu du camping, vous savez, vous êtes passé par là, à l'appartement, trouver ci, trouver ça, etc. Le matelas au sol. Voilà, et encore, on est bien content d'avoir un matelas au sol, parce qu'il faut le trouver, le matelas aussi. Les meubles, le délai pour se faire des meubles, etc., ça prend un peu de temps. C'est ça, Du coup, toi, tu as fait le choix de faire appel à des artisans locaux. Donald m'a conseillé. C'est vrai. Quel accueil! Ah oui, il a un accueil royal, lui, en fait. Et donc, satisfait? Oui, alors j'ai pas pris celui de Donald, j'ai pris celui d'un autre collègue. J'ai appelé les deux, mais j'ai pas perdu le numéro d'ailleurs de son contact pour divers meubles, mais voilà. Satisfait? Ouais, très satisfait. Je trouve que ce qui est intéressant ici, il n'y a pas Ikea, il n'y a pas nos repères classiques, etc. pour se loger. Et je n'étais pas satisfait par
l'offre qu'il y avait dans les boutiques, tant en termes de prix que de qualité et de voilà. On ne citera pas, mais on voit à peu près tous ce dont on parle. C'est donc il était préférable de faire sur mesure. Ouais. Et c'est quand même agréable d'avoir chez soi que tu as choisi les dimensions. C'est une qualité de vie que j'avais pas avant, très clairement. Ouais. Exactement. Et avant d'arriver, est-ce que tu avais t'en parles un peu, est-ce que tu avais vraiment des appréhensions sur certains sujets et est-ce qu'en arrivant ici, voilà, ces appréhensions se sont confirmées ou pas Des appréhensions ou des a priori sur certains sujets La fête. T'avais peur que Abidjan te prenne ? Non, il y a beaucoup de fêtes ici. C'est vrai que c'était, on me l'avait dit, mais c'est vrai que la ville est très riche et très dense, beaucoup d'événements, beaucoup de soirées, et ça, c'est quand même. Je savais. Mais en étant sur place, on se rend compte vraiment que bon, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est assez festif. En fait. Exactement. J'avais pas. Et du coup, en fait, c'est quoi ? Il faut éviter de répondre à toutes les sollicitations parce que rapidement on est noyé, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais, je dirais. On a eu des échos de, enfin, ça revient souvent, qu'il faut rester concentré, de personnes qui sont arrivées et qui effectivement ont été happées par cette ambiance-là, par ce coût aussi, parce que c'est un coût de vie et rapidement ça peut te mettre en difficulté, quoi. C'est ça. C'était la deuxième chose quand tu m'as posé la question. J'hésitais à dire également le coût d'Abidjan. Je savais que c'était une ville chère, mais je crois qu'on ne se rend pas compte de tous les postes de dépenses. Le coût du taxi, du transport est élevé, très élevé. Le temps que prend également les déplacements. Ça, c'est un coût. Le coût des loyers qui n'a rien à voir avec le prix, on va dire, de tous les différents salaires qu'il peut y avoir. Donc c'est ce décalage-là, peut-être que je l'avais pas autant en tête quand je suis arrivé. Et c'est vrai qu'on parle du coût, comme tu dis, du loyer, de la bouffe, du déplacement. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, le coût que tu perds, le temps que tu perds dans les déplacements, par exemple, c'est une période de 12 mois. Sur une journée, si tu consacres déjà 10 ou 15% de ton temps au déplacement, c'est-à-dire que sur un an, en fait, tu as au moins un mois dans l'année. Et dans une journée de travail, tu le sens énormément. Moi, au début, je bossais à la maison, donc je le sentais pas. Et je sentais que j'allais vite. Et puis, à un moment donné, j'ai dû sortir pour aller à la rencontre des gens. Et là, j'ai commencé à sentir le poids de nouveau du Yango, du truc et tout. Et rapidement, en fait, tu rebascules en mode, et d'ailleurs ça se fait beaucoup, des réunions à distance, en Google Meet et autres. Franchement, ça se fait très bien et je le fais de plus en plus aujourd'hui, quoi. Si je peux éviter de sortir, j'essaye vraiment de le faire, quoi. De tout regrouper sur une journée, par contre. On se rend pas compte, je pense. Ouais, je pense moi, je l'avais pas en tout cas en tête avant. C'est ça. Ni du temps, ni du coût. Et donc du coup, le bilan de ces 6 premiers mois ? Non, positif dans le sens où on a quand même envie de rester déjà. C'est chouette. Nous sommes ravis de t'avoir. On a envie de rester. Il y a une qualité de vie qui est quand même très agréable et on sent quand même une terre d'opportunité. Je ne sais pas si c'est les échos plus ou moins que vous avez eus dans vos différents échanges, mais de ce côté-là, c'est quand même confirmé. Et on sent que le meilleur est encore à venir, dans le sens où, pourtant, j'ai l'impression que, donc moi je suis arrivé en 2023, donc c'est relativement tard pour certains. Faut savoir quand même que ceux qui sont arrivés en 2013-2016 sont vraiment les pionniers du retour au pays. Après, je dirais une vague autour du confinement 2019-2020. En 2023, j'avais l'impression d'arriver tard. Mais il y a vraiment encore, on sent un pays en développement, beaucoup d'opportunités qui se créent, beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Donc on a vraiment l'impression d'être dans l'endroit où il y a des choses qui vont se faire et on a envie d'en faire partie. C'est vraiment ça, je dirais la phrase, on a envie de faire partie de ce développement-là. Moi je te rejoins, j'ai le sentiment d'être arrivée tard. Ah, tu vois. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là et il y a presque un espèce de fear of missing en se disant bon, là il faut que tu sois efficace, il faut que tu sois focus, parce que j'ai des objectifs et comme tu dis, il y a eu des vagues en 2013, moi je vais même remonter plus loin, il y a des vagues de 2008. Ah oui, d'accord. J'ai tout un groupe de personnes qui sont arrivées en 2008 autour de leur trentaine, tu vois, et qui donc après une autre vague et qui ont déjà réalisé un certain nombre de choses qui sont vraiment établies
posés, qui sont presque des notables finalement ici, là où nous on arrive, et c'est ça, hein, c'est les pionniers, un peu comme la conquête de l'Ouest, ou les gars qui vont à la recherche de l'or, c'est quoi déjà le terme La ruée vers l'or. La ruée, voilà, le côté la ruée vers l'or, où il y a ceux qui sont déjà arrivés, qui ont pris les mines, qui les ont exploitées, qui ont déjà transformé l'or, qui l'ont revendu, et puis nous on arrive là avec nos pioches et tout, et on est en mode marmaille, quoi. C'est ça. On est vraiment, moi je le ressens ce truc-là, surtout en côtoyant différentes classes sociales de la société. Et donc oui, on est vraiment des arrivants, et on sent que faut qu'on fasse nos preuves, faut qu'on arrive à asseoir quelque chose, et moi je me cherche encore pas mal, quoi, en fait. Ça fait combien de temps que tu es là, moi je suis arrivée en novembre 22. Novembre 22, oui. Donc ça fait 1 an et demi environ, quoi. Tout en sachant que j'ai fait 4 ans au Gabon avant. Au Gabon, Et oui, terre d'opportunités. Et je crois que aussi ce truc-là crée encore plus... ouais, ça t'a envie d'en être et de saisir découvrir, ça, de saisir le truc, de jouer sa partition, quoi. Alors justement, quand on veut jouer sa partition, comment est-ce qu'on fait pour pas s'éparpiller ? Il faut être concentré, c'est un petit peu ce que disait Donald. Je pense que, moi, pour ma part, en tout cas, j'essaie d'être vraiment focus sur ce que je sais faire, ne pas me disperser dans des entrepreneuriats peut-être qui ne me concernent pas parce que je ne serai pas forcément compétent. J'essaie d'apporter ce que je sais faire en vraiment prenant en compte les spécificités locales, et j'essaie d'être vraiment dans cette niche-là. Et donc justement ne pas me disperser dans ce que je ne sais pas faire, tout simplement, parce que sinon je ne veux plus rien apporter, en fait. J'ai un peu ce sentiment-là. C'est un critère, oui, effectivement. Comment vous avez fait, vous ? On a fait pour. Moi, je me suis dispersée. Moi, je me suis dispersée. Tu as ce sentiment ? Ouais, moi j'ai ce sentiment parce que... Alors, je suis arrivée avec un projet. Je savais que c'était un projet qui ne m'occuperait pas 100% de mon temps. Qui, au départ, oui, demandait 100%, mais après, qui pouvait tourner un peu par lui-même. Donc, le tourisme, l'organisation de circuits en camper van. Donc, effectivement, le temps de repérage, de structuration du business nécessitait un full-time. Mais dès le moment où tu as lancé le truc, le circuit, le véhicule, il circule. Donc, tu n'as pas besoin d'être assise à côté du... Et donc, j'étais vraiment à l'écoute des opportunités, et je pense que du fait de nos profils, mais aussi du fait d'une question d'une personnalité, quand on sent quelqu'un qui est un peu structuré, qui a la tête sur les épaules, qui a un certain parcours, tu as beaucoup de propositions. Et donc j'ai eu pas mal de propositions, et certaines sont vraiment intéressantes par rapport aux enjeux du territoire, par rapport à des intérêts économiques et autres. Et j'ai eu tendance à les écouter toutes et à commencer à avancer, tu vois, sur chacune d'entre elles en même temps. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'une journée ne faisait que 24 heures, que j'étais effectivement en train de m'éparpiller et qu'il fallait recentrer. Et aujourd'hui, j'ai recentré. Donc il y a Aquabac, évidemment, il y a African Explorer, évidemment, et puis il y a un autre projet qui est en structuration, mais qui est toujours lié au tourisme et au digital. Et donc, moi, j'ai réaligné les trois, parce que pour moi, les trois font sens, sont liés. C'est l'accueil, le retour, la promotion aussi de l'Afrique. Tout ça communique entre eux. Et voilà, et je vais m'arrêter là. Mais il y en a vraiment eu d'autres, quoi, du coaching. Voilà, il y a de quoi faire. Oui. Moi, j'avais eu, vu que j'ai vécu au Congo avant, c'est vrai qu'en arrivant là-bas, vu que c'est un peu, je pense, la nouveauté, première fois que tu viens pour t'installer sur le continent, il y a cet esprit-là où, en plus, Pointe-Noire, tu connais, c'est une petite ville, donc forcément, tu sors beaucoup, tu fais que ça, en fait. Et donc, tu peux rapidement être dispersé. Donc, j'avais eu un peu cette expérience-là au Congo, ça fait que maintenant, en arrivant ici après Abidjan, forcément, tu sais un peu comment t'y prendre. Mais un peu comme toi, je partage le même sentiment, c'est que par rapport au Congo, j'ai eu beaucoup de sollicitations ici. On m'a vraiment proposé beaucoup de projets, des opportunités professionnelles, de collaboration, etc. Forcément, tu te lances dans des trucs et il y a des choses qui ne marchent pas. Mais au moins, forcément, ça te permet de rebondir. Mais en tout cas, ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles, beaucoup de projets qu'on propose. Mais il faut savoir faire les bons choix. Ça, c'est vraiment important parce que tu peux vraiment... Tu peux pas tout faire. Et en voulant tout faire, tu risques même de te griller, très bêtement, parce que derrière, tu délivres pas. Et ça reste, à la fois, c'est grand, mais en même temps, c'est un microcosme. On voit très bien quand on sort, quand on va à tel ou tel endroit, on retombe sur les mêmes personnes, et t'es en train de discuter avec quelqu'un, et puis quelqu'un vient, les salue, tu fais, donc,
tu vois, il faut aussi faire attention à cette question de la réputation et pas tout accepter sans être en capacité de rendre. C'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Je reste dans mon couloir, dans ce que je sais faire et que je vais bien faire. En fait, je vais pas prendre le risque de m'éparpiller juste pour la part peut-être de l'argent ou de l'influence ou whatever quoi. Donc merci pour ce retour. Je trouve ça très intéressant comme critère en tout cas. Merci. On finit un peu avec les questions du pourquoi de l'installation. Avant de passer aux questions pro, alors je vais en profiter pour m'adresser à notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et pour nous suivre de manière continue avec Aquabac. Alors Gaël, si en matière de professionnel, en matière pro, tu es arrivé à Abidjan pour bosser avec la startup studio. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette aventure et comment ça s'est passé? Ok, alors donc le M Studio, donc en effet c'est le premier startup studio d'Afrique francophone spécialisé sur le mobile. Donc concrètement c'est un nid à startup de l'idéation à l'accélération donc de différents projets, 10 startups par an. Et donc moi je suis venu dans le cadre donc du développement de ces startups là, j'étais donc le Head of Marketing, Digital Marketing and Growth de ces startups là. Donc je les aidais sur tout ce qui est la présence digitale, de trouver leur premier lead, peut-être faire leur première vente et également essayer d'avoir le plus d'utilisateurs possible sur leur tech, on va dire leur application mobile. Ok. Donc le bilan est possible, j'ai beaucoup appris. Justement le fantasme que j'avais à travers le média de prendre un petit peu le récit des différentes startups, notamment en Afrique centrale, les deux Congos, c'est un petit peu là que j'avais mes repères. Ici, c'était intéressant de voir donc ces différents projets, ces différents entrepreneurs, lever des fonds également et courir justement après d'autres fonds pour pouvoir avoir plus d'impact et plus de résonance en Afrique francophone dans la sous-région. Je pense que j'ai beaucoup appris par rapport à la différence donc, entre les startups européennes en tout cas et africaines, notamment leur format hybride, dans le sens où la partie terrain est essentielle encore ici. Je dirais que c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement que j'ai, c'est au niveau de l'impact. Ici, on essaie de résoudre donc, des vrais problèmes. Des vrais problèmes de société, que ce soit la société informelle, que ce soit les problématiques liées à la bancarisation, liées à l'alimentation, dans la food tech, etc. Et c'est super intéressant de travailler sur des projets qui cherchent à résoudre en tout cas de vrais problèmes. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est passionnant et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire la suite en fait aujourd'hui en créant mon agence de grosse marketing pour continuer justement à aider le développement de ces différentes startups également donc avec des clients en France, mais aider justement certains projets à naître ici en Côte d'Ivoire en me basant sur cette expérience-là, en me basant sur même mon expérience internationale aussi. D'accord. Alors, tu disais l'importance du terrain. Enfin, moi qui viens pas du monde du tech, marketing, ni de la tech, ni de rien. C'est les chiffres, la gestion, l'orga et tout. Tu veux dire quoi par là? C'est l'importance du terrain, ça se matérialise comment aujourd'hui dans le marketing? Alors, j'arrivais quand même avec une expérience solide, moi, en tout ce qui est marketing digital. Et en effet, on a nos repères à trouver nos cibles, nos audiences, nos prospects, nos clients en ligne sans jamais les rencontrer. On se base bien évidemment sur la psychologie que l'on peut avoir de nos prospects. On sait plus ou moins comment ils vont réagir devant la tech, devant mon écran, devant l'application mobile, derrière le mail que je vais lui envoyer. Ici, il se peut qu'il n'y ait rien de tout ça. Pas de mail, pas d'adresse physique, pas de persona facilement identifiable, qui est le DG, qui est le gérant, qui est l'opérationnel. Donc il y a peut-être cette dimension terrain pour récolter des informations sur le terrain qui est préalable souvent à d'autres stratégies. Donc cette dimension à aller sur le terrain, récolter de la donnée, que ce soit quantitative, qualitative, discuter avec les gens. Donc vraiment les enquêteurs et autres. En fait, c'est une étape à laquelle aujourd'hui, très régulièrement. Il faut le passer. faire très régulièrement et pas que les enquêteurs. Moi-même, j'y vais. Ah ouais. Ah oui, non, il faut y aller. Il faut vraiment y aller pour comprendre justement les choses, discuter avec les gens.
Moi, par exemple, je suis jamais allé à Adjamé pour moi, pour moi seul, pour faire les boutiques, pour regarder, etc. Mais je suis allé plusieurs fois avec les startups, que ce soit pour des tournages ou que ce soit justement pour discuter avec les prospects, les clients, etc. J'ai remarqué que, par exemple, cette expérience-là, elle m'aide beaucoup aujourd'hui quand je fais des tournages pour justement les différentes startups, les aider en visibilité, acquérir des clients. Je fais des tournages avec des influenceurs ou autres. Et je me vois que je cherche à reproduire à l'écran ce ton-là que j'ai eu en étant sur le terrain. Ah, d'accord. Donc on passe du physique au digital et pas le contraire. On passe du offline au online. Au online. Je vais abonder dans ton sens. Ouais. J'ai une amie qui me développe aujourd'hui une plateforme de référencement et elle a présenté à des investisseurs, des Ivoiro-Ivoiriens. Oui. Enfin, vraiment, des personnes qui ont vécu ici et qui ne sont pas nécessairement sortis, mais bon, qui ont les moyens aujourd'hui d'investir. Et ils lui ont dit que les taglines qu'elle mettait, les call to action, le phrasé, la manière dont elle présentait sa mission était beaucoup trop benguiste et que ça ne parlerait pas à sa cible. Et donc, en fait, il fallait qu'elle y apporte un peu d'ivoirité, de nouchi, et même sans aller vers le nouchi, mais il y a une manière de parler qui est différente. Et vu sa cible, et donc sa cible, c'est les petits commerces et autres, il fallait qu'elle adapte. Totalement. Et ça lui a pris, mais sérieusement, un temps fou. Parce elle pouvait pas s'appuyer que sur ses équipes, il fallait qu'elle aille rencontrer les gens, qu'elle dise est-ce que cette phrase-là tu la comprends? Non, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, tu le dirais comment? Et elle a dû ajuster comme ça. C'est ça. Et là, ce que tu viens de dire, je trouve ça super intéressant. Donc, même dans le cadre de votre émission, parce qu'on a souvent l'impression d'arriver en Afrique en ayant mais c'est bon, moi j'ai mes 15 années de marketing derrière, j'ai mes diplômes, j'ai mes formations, I'm the best. Mais le temps d'apprentissage et tout ce que j'ai appris sur place dans mon métier, justement pour passer du offline au online, ne serait-ce que ce concept-là, je ne l'avais pas. Mais tout ce qu'on apprend sur le terrain et en apprenant également des gens pour justement savoir comment s'adresser à eux, c'est ici que ça se passe en fait. Donc c'est ici que ça s'apprend. Donc il faut vraiment venir vraiment avec beaucoup d'humilité en se disant je vais apprendre quelque chose. Et cette dimension-là, moi, offline, et comment l'intégrer à mon métier de gros marketeur, donc de marketing de croissance, elle est essentielle. Vraiment cette étape d'apprentissage terrain. Je ne parle pas encore nouchi, j'aimerais bien. Ouais. Il y a des guides. Et des professeurs. Non, mais sérieusement, il y a des profs. Il y a des profs qui D'accord. Mais en tout cas, c'est essentiel ces notions-là à mettre dans son marketing, si tu veux toucher ton audience. Donc c'est pour ça qu'être sur le terrain également, ça n'a rien à voir avec driver un business depuis l'étranger, quoi. Clairement, ouais. Alors, t'en as un peu parlé quelque part. Je sais pas si je la pose vraiment cette question. Je trouve que le terme start-up aujourd'hui, il est quand même galvaudé. Tout devient une start-up. Une PME qui se lance est une start-up. Est-ce que tu peux nous redéfinir le terme et nous le redéfinir à l'aune du marché ivoirien? Qu'est-ce qu'une start-up en Côte d'Ivoire? Ok. Bon, j'ai l'impression que là, sur ce terme-là, tout le monde a plus ou moins sa propre définition. Donc je vais dire la mienne, qu'elle soit fausse ou juste, c'est la mienne. Pour moi, une start-up, c'est une entreprise innovante qui se développe sur un marché de façon à avoir une rupture, on va dire un changement dans les usages. Et la grande caractéristique d'une start-up, pour moi, c'est qu'elle a un fort taux de croissance. C'est ça. Très fort taux de croissance. La deuxième caractéristique, je dirais, et que souvent elle a besoin de fonds pour soutenir cette forte croissance-là. C'est-à-dire que si jamais j'allais de client en client, je ne pourrais pas soutenir la croissance forte dont j'ai besoin en commerciaux, en tech, pour toucher le plus de monde possible. Voilà ma définition de la start-up. Voilà. Et mon métier, je l'ai fondé sur justement comment acquérir ce fort taux de croissance-là. Quels sont les éléments pour servir le plus de monde rapidement et quels sont les différents leviers pour trouver les bons canaux pour atteindre cette croissance-là. En Côte d'Ivoire, je dirais que la définition est la même. En tout cas, l'aspect croissance lié au fait qu'on résout des vrais problèmes ici, sans cracher dans la soupe par rapport à ce qui se passe en Europe, mais les problèmes sont plus sociétals et plus impactants. Je dirais que ma définition de la start-up tient toujours. La différence peut-être ici est liée peut-être à la tech qui est peut-être moins présente en tout cas au départ,
il y a moins de tech, on va dire, on est sur des produits qui sont... des fois on parle de deep tech, donc vraiment avec de temps du R&D qui est relativement long. Ici, il y a moins ce besoin-là, je dirais. Mais on sait, on a des exemples de startups qui ont réussi à avoir des très beaux succès ici en Côte d'Ivoire. On a parlé de M-Pesa tout à l'heure, qui est un exemple étranger. Mais si on regarde des startups comme Joulaya, comme Jamo, comme Anka, ce sont des très beaux succès. Et il y a cette envie d'en être et d'avoir justement le bon produit qui va servir la bonne audience en résolvant un problème sociétal avec beaucoup d'impact. D'accord. Donc je dirais que c'est la start-up ivoirienne a plus et souvent le côté social. impact et sociétal, pour moi il est dans l'ADN. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ta définition, Dis-moi. c'est que tu n'as pas employé le terme digital une seule fois. J'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de tech, Non, même pas en fait. Dans la définition, dans les 4 premiers critères, il y en avait 4, je ne peux pas te les reciter, mais j'en ai retenu 4. Oui. Tu n'as pas utilisé le mot digital. Oui. Et je trouve ça intéressant. En fait, tu as bien intégré la notion de scale. Oui. En fait, ça doit être une entreprise qui a la capacité de... Forte croissance. Voilà, exactement, une forte croissance. Mais pas nécessairement être tech ou digital. Ouais, c'est vrai que j'aurais dit là, quelque chose de différent probablement à Paris Ouais. ou à Londres. Oui. Ici, en effet, c'est peut-être pas le critère fondamental, Très clairement, je le ressens comme ça. Et je pense que c'est assez vrai en fait. Enfin, alors, évidemment, le digital, le tech te donne un élan, te permet de faire autre chose. Mais que si on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, le terrain, l'impact et trouver une solution à une problématique, elle passe pas nécessairement par le digital. Le digital devient vraiment juste l'outil et une retranscription d'une manière, d'un process, d'un workflow qui permet de régler un problème très terrain, quoi. Du offline au online. C'est vraiment, moi, je dirais ce que j'ai vraiment appris ici. Avec en effet le fait que la tech, de toute façon, c'est comme j'ai dit, ce sont des entreprises qui créent des ruptures. Et souvent, la rupture peut être liée justement à cette tech, à ce digital-là. Certaines des startups que j'accompagne travaillent dans le secteur donc informel, où la cuisinière dans le maquis, le gars qui gère sa quincaillerie n'a pas de tech en soi. Se sert du portable qui n'est peut-être pas un smartphone pour appeler son client, ses fournisseurs. La tech va lui permettre de faire ça à beaucoup plus grande échelle, mais au départ, si on arrive en lui mettant un smartphone dans la main, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire les choses. Donc il faut ce temps de pédagogie, ce temps de création de contenu, ce temps de changement d'usage à prendre en compte dans les startups africaines pour arriver justement à ces résultats, d'abord du offline au online. Du coup, ça représente un coût quand même important pour les pionniers de changer les usages, d'apprendre justement aux gens à utiliser ces outils-là. Ça, je pense que quand on lance son business, on l'a pas nécessairement en tête. À quel point il faut changer les usages. Ça va dépendre des cibles en effet, des cibles et également du besoin en financement. En fait, donc des levées de fonds qui sont souvent nécessaires et pourquoi également il y a pas mal de grands fonds d'investissement qui s'intéressent à l'Afrique parce qu'il y a ce besoin-là et encore beaucoup. En fait, une start-up déjà, j'oublie quand même dans ma définition, c'est quand même 2 entrepreneurs qui résolvent un problème profond. À partir du moment où il y a un problème profond, il y a l'intérêt de toute façon pour les financiers d'investir pour résoudre ce problème parce que si jamais il est résolu, là, c'est le Graal. Donc, c'est vrai qu'il faut que je l'ajoute dans ce que j'ai dit avant, c'est très important. On va essayer de mettre des plus. Et toujours dans les caractéristiques d'une start-up, est-ce qu'il y a le fait de s'appeler une start-up, pour moi, il y a un moment où une entreprise n'est plus une start-up. Oui. Est-ce que c'est le fait qu'elle ait dépassé un certain nombre d'employés ou c'est une durée dans le temps, au bout de 5 ans, on dit que c'est plus une start-up? C'est intéressant. Encore une fois, je pense que chacun a sa définition. Mais moi, j'ai dit fort taux de croissance. Fort taux de croissance, il ne va pas durer tout. Il ne va pas durer tout le temps. Non. Et quand tu dis un fort taux de croissance, c'est à la fois en chiffre d'affaires ou également des utilisateurs. Ou aussi en employés. Quand tu dis ça va souvent de pair, voilà. mais en tout cas, plus je dirais chiffre d'affaires quand même, parce qu'avec la tech, justement, on peut avoir peu d'employés et toucher une plus large audience. C'est ça. Je dirais que, là je vais prendre des définitions un petit peu européennes, mais ceux qui ont senti que dans leur start-up, il se passait quelque chose, c'est souvent quand en un mois, tu fais le chiffre d'affaires que tu as fait l'année dernière.
D'accord. Ouais, c'est ce type de croissance-là qu'on va rechercher en fait. Ok, on se prépare. Voilà. On est prêt. Quand ça arrive, je t'appelle. Voilà. Je m'appelais avant que ça arrive. Je t'appelle avant, en fait, on va faire ça ensemble. Tu l'as évoqué tout à l'heure un peu dans la définition, tu as parlé des levées de fonds. Oui. Moi, mon regard un peu, ce que j'ai sur les startups, c'est notamment sur les levées de fonds, que c'est un peu... c'est le sport à la mode aujourd'hui. C'est que tout le monde cherche à lever des fonds. Alors moi, ma question, c'est est-ce que dans le parcours d'une startup, est-ce que c'est une étape obligatoire? Et si oui, voilà, pourquoi il faut passer par ça? Est-ce que c'est une bonne démarche de lever des fonds? Tu as l'impression que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, dès qu'ils créent une startup, l'objectif c'est lever, puis après... Je vais être franc avec vous, je le regrette. Ouais. Je le regrette, cette course à la start-up, à la levée de fonds, pardon. Parce que j'ai l'impression que cette course à la levée de fonds, des fois, on éloigne des préoccupations claires du client. Et quand on s'occupe de son client, c'est là que le chiffre d'affaires naît. On a aujourd'hui beaucoup plus de visibilité quand on est une start-up qui vient de lever des fonds avec des fonds importants que le gars qui arrive déjà à payer ses employés, qui a beaucoup de clients satisfaits. Cet aspect-là, moi, je le regrette beaucoup profondément parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu... dans un schéma de la course au fond, alors qu'en soi, la vie d'un start-upper, d'un cofondateur qui a levé des fonds n'est plus la même. Là, il perd de l'indépendance, je ne vais pas dire qu'il devient salarié, mais il a beaucoup de comptes à rendre. Oui. Donc, le côté fun, cool du start-upper, il se perd aussi un petit peu à travers ces levées de fonds. Ce qu'il y a derrière ces levées de fonds, en effet, quand même, c'est on a un petit badge quand tu es un start-upper qui a levé des fonds. Voilà. Tu vas plus vite, tout de suite après, tu vas chercher d'autres levées de fonds, mais on va se parler français. Le but, c'est la revendre après. C'est la revente de la start-up et de se faire son billet. Les stratégies de levée, en fait, en gros, généralement, l'objectif derrière, c'est de revendre. Oui, c'est clairement pas de donner la start-up à ses enfants. À un moment donné, il y a à se faire ce billet-là qui est en jeu. Exactement. Et qu'on retrouve aussi ici. Oui, c'est le jeu partout. C'est le jeu partout, oui. Oui, enfin le jeu, oui. C'est en tout cas le cas partout, oui. Ok. Aspect pratico-pratique de la vie d'une start-up qui travaille avec la tech et le digital. Coupure d'électricité, coupure d'internet, coupure d'eau, bon, même si ça ne joue pas directement sur le digital, mais quel impact en fait? Comment est-ce que toi, on a vécu là récemment une coupure? Je pense que Abidjan était en PLS. Oui. Littéralement, tout le monde était on a une coupure, je sais pas, il y a des câbles qui se sont coupés au large. Tout le pays était en mode, et donc c'est Orange qui en a souffert le plus, tout le monde était en PLS. Plus du monde. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut venir s'installer à Abidjan avec ces éléments, tu lui dis quoi? Ça va aller? Oui, ça va aller. Ok. Ça va aller. Déjà, tout le monde était en PLS, clairement. Je pense que si ça arrivait à Paris, ce serait la même chose. Mais pas, voilà. Non, mais ça va aller. Ce sont c'est des petites spécificités locales. Ça va, on s'en adapte bien. Ici, il n'y a rien de grave, j'ai l'impression aussi. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Qui fait qu'on a toujours, on ne perd pas son positivisme et ça va aller. Je veux dire, peut-être la petite baisse sentie dans le business de telle ou telle start-up est une baisse que tout le monde a eue de toute façon. Oui. Donc, bon, je pense que ça va aller. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Enfin, c'est une question que je dis, mais surtout pour couper des idées reçues. Oui. Je pense qu'à Abidjan, on est quand même plutôt bien. Ouais, on est plutôt bien lotis. Comparez-moi à Libreville, même. Comparé à l'Afrique centrale. Elle n'a pas voulu nommer Brazzaville. Elle a dit Libreville. Je parle de ce que je connais. En connaissance de cause. Nous, on sait que pour vivre là-bas, il faut un groupe électrogène. Nous, on sait. Pas se mentir. Donc, on est plutôt bien lotis ici. Et même sur Internet, la 4G et tout, tout fonctionne très bien. Mais écoute, on va parler de ta nouvelle aventure, parce qu'on a compris que le M Studio, donc c'est terminé. Mais tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'agence de Growth Marketing? Ok, donc je lance Growth Marketing AI. En fait, donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le digital marketing. Peut-être 5-6 ans que je suis un expert en ce qu'on appelle le growth hacking, donc la façon de trouver ces différents leviers de croissance.
l'intelligence artificielle, a totalement bouleversé mon métier dans le sens où littéralement certaines choses que je prenais, même quand j'étais en Angleterre, des fois 3 semaines, aujourd'hui je peux les faire en une poignée de secondes. Donc mon métier est véritablement en train de changer et mon agence naît du constat que je fais toujours la même chose. Que ce soit même peut-être dans vos métiers, dans les métiers de chacun, j'ai ma façon de créer mes articles SEO, j'ai ma façon de générer des prospects, j'ai ma façon qui a été étudiée, je me suis formé, etc. Ouais. J'ai ma façon de créer du contenu, des livres blancs, j'ai ma façon d'automatiser mes campagnes Facebook, j'ai mon playbook pour créer mes vidéos. Toutes ces choses-là désormais sont automatisables. Non seulement je peux l'automatiser pour mes clients, mais je peux également le mettre à disposition des clients. Donc, notamment en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, et c'est un petit peu mon cas depuis quelques mois, j'étais donc le seul marketeur pour 10 startups. Aujourd'hui, c'est cette possibilité-là, soit en se formant, soit en mettant à disposition donc, mes compétences pour l'entreprise, de pouvoir faire le travail de toute une équipe en étant beaucoup moins. Et cela en maîtrisant des outils d'automatisation couplés à l'intelligence artificielle. Donc, ce qui permet très concrètement là où on pouvait passer plusieurs jours à écrire du contenu, que ce soit des livres blancs ou des articles SEO, une fois que mon process est calé, il me faut plus que quelques secondes. Donc, ce qui peut permettre de diminuer les coûts pour mes clients. Soit je mets les mains dans le cambouis, soit je peux former, soit je peux donc justement leur apprendre à créer cela. Et donc c'est de là qu'est née la création de l'agence, c'est-à-dire comment se démultiplier. C'est pour ça que je parle d'agence, parce que j'ai une armée de robots à disposition. D'accord. Oui. Et qui permettent, en fonction des demandes que j'ai, qui sont souvent les mêmes, comment je peux avoir plus d'élites, comment je peux croître rapidement, comment je peux obtenir ma levée de fonds, quels sont les indicateurs que vont rechercher les investisseurs, comment valider mon marché ici en Côte d'Ivoire, je veux lancer un produit, à qui le vendre, comment, donc c'est tous ces différents process, toutes ces mêmes questions qui arrivent et qui correspondent à des process que je faisais manuellement depuis pas mal d'années. Je me base vraiment sur mes process et parfois des process de personnes beaucoup plus calées que moi, par exemple. Si je vois une vidéo qui parle de SEO par un grand expert de la Silicon Valley, je peux récupérer son contenu, demander à l'intelligence artificielle de me résumer, de prendre le process et moi ensuite de l'intégrer dans mon workflow. Donc même si je n'ai pas sa connaissance, je vais me servir de son process pour le mettre à disposition de ton client. D'accord. Et aujourd'hui en Afrique, la maturité justement des usages et de l'utilisation de l'intelligence artificielle, sur une échelle de 1 à 10? Alors je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à avoir, il ne faut pas en parler comme étant à dire l'intelligence artificielle et comment c'est fait, c'est plus l'impact et le résultat attendu. Je parle de l'intelligence artificielle dans le marketing comme étant souvent avec une personne, on va faire le travail d'une équipe. D'accord. Là ça a plus de sens, tant en termes de ressources humaines que financières. Et c'est ça ce que m'apporte l'intelligence artificielle. Donc en soi, je ne mets pas l'intelligence artificielle comme étant le fer de lance de mon agence. Je reste un gros marketeur, comme je dis, je me concentre sur ce que je sais faire. L'intelligence artificielle me permet juste de booster les choses, de le faire plus vite et mieux. Voilà. Donc l'intelligence artificielle a de grand avenir ici en Afrique par rapport à, on va dire, cette rigueur, cette automatisation de process, les process. On a tous des process dans nos métiers, que ce soit la cuisinière dans le maquis qui fait sa recette de cuisine à une autorité politique qui a sa façon de traiter les dossiers. L'intelligence artificielle permet simplement de cadrer ces process avec la même rigueur. Et ça, c'est ça qui est intéressant beaucoup en Afrique. Je vais prendre un exemple, même bateau. Beaucoup d'entreprises à l'époque, en tout cas, il y avait un décalage peut-être pour les Africains pour obtenir des contrats freelance en Europe, parce que la façon de se vendre dans le CV, dans les écrits, le français n'est pas le même. L'intelligence artificielle met tout le monde au même niveau. On peut s'adresser à quiconque, que ce soit en français, en espagnol ou en anglais, avec la même rigueur, la même discipline pour être audible de tous. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment
impacter en Afrique, je pense. Ouais, et en fait, toutes les catégories, enfin en tout cas, tous ceux qui le voudront en auront aussi la possibilité, parce que c'est pas accessible à tout le monde, l'utiliser. Pourront faire, tu parlais tout à l'heure de Leapfrog. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui pourront vraiment faire des sauts Clairement. dans l'expression en français, dans la compréhension de certains sujets, dans l'apprentissage également. Ouais, tout à fait. Enfin, en t'écoutant, je vois un peu les applications et je trouve ça assez chouette. On est qu'au début. C'est ça qui est intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais, on est qu'au début. Est-ce que tu connais ce groupe? Il y a un groupe WhatsApp qui a été ouvert en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Je pense que tu es dedans aussi, sur l'IA. Oui. Ouais, c'est une communauté. Ouais, l'espèce de grosse communauté de Mehdi, ouais, tout à fait. Oui. Profite pour faire un big up à Mehdi. Big up à Mehdi, avec qui je fais du sport. Ok, bah ouais, je voulais en parler un peu parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui sont dans ce groupe-là. Vous en pensez quoi? Moi, je comprends pas grand-chose. En fait, j'infuse. Tu regardes un peu, tu reçois. J'écoute, je reçois de manière assez passive. Je pense que c'est intéressant d'en être parce que il y a des sujets, moi, pour la travel tech. Aujourd'hui, mais demain, donc voilà, j'essaye d'être. Mais vous qui êtes tous les deux des IT, enfin pas tous les deux des IT, marketing, IT un peu quand même. Marketing, mais bon, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin, ok, ouais. Toi plus quand même. Vous en pensez quoi? Vous interagissez? Vous recommandez? Oui, bien sûr, moi je suis dans beaucoup de groupes justement liés à l'IA, que ce soit en Côte d'Ivoire, même aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est justement cette ébullition. Tout le monde a tous été bouleversés par ChatGPT à l'automne 2022. Aujourd'hui, on voit que le début des différents cas d'usage des applications qu'on peut avoir avec l'IA. Et c'est ce que Mehdi, justement, à travers la communauté qu'il est en train de créer, réunit, on va dire, les forces vives autour de l'IA et toutes les différentes possibilités qu'il y a. Et je crois qu'il propose de la formation. La vulgarisation. La vulgarisation, de la formation et c'est très intéressant comme initiative. Et une réflexion avec des personnes qui vivent ici. J'ai pas envie de dire adapter parce que finalement, ça peut toucher tout le monde. Il y a quelque chose de très universel, mais quand même avec des personnes qui ont des problématiques d'ici et qui vont l'utiliser pour résoudre ces cases-là. Donc ça, c'est intéressant quand même. C'est intéressant et c'est aussi intéressant justement la vulgarisation. On peut pas parler d'IA en Afrique comme on en parle dans la Silicon Valley, mais l'impact peut être tout aussi fort. Et c'est ça là où les initiatives comme Mehdi sont intéressantes, c'est dans la vulgarisation et l'illustration de tous ces différents impacts dans toutes les entreprises de la société ivoirienne. Il y a vraiment, moi-même au M Studio, quand je me suis formé sur l'IA, sur les process, sur les automatisations. Et quand j'ai commencé à en parler aux collègues, j'ai commencé à faire des différentes formations. Et avec justement en leur mettant vraiment devant les yeux que le process de travail de chacun pouvait être bouleversé par l'IA. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'en effet, moi je suis très focus sur ce que je sais faire, le gross marketing, mais qu'on soit dans l'UX, qu'on soit comptable, qu'on soit dans les RH, l'IA peut tout bouleverser. Tout à fait. Et donc là, on a tous ces différents services dans les entreprises, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc, tu rédiges des fiches de poste en 2 secondes, alors fiches de poste, contrat. Non mais vraiment. Ah oui, c'est vrai, c'est un exemple 2 secondes. concret. Ça c'est vraiment très bien. Et pour revenir sur la communauté là, avec Mehdi, moi j'ai bien aimé parce que quand ça a vraiment commencé à prendre ce groupe en Côte d'Ivoire, il avait fait une sorte d'afterwork et j'étais là-bas et j'ai bien aimé parce que c'était vraiment sans aucune prétention. On se retrouve, des gens qui veulent en apprendre sur l'IA. Et c'est vrai que moi j'interagis pas beaucoup sur le groupe, mais de temps en temps je vais regarder un peu ce qui se passe. Un peu comme moi, t'infuses. Oui, il y a des événements qui sont là, des fois je regarde un peu. Moi il y a un groupe, parce que vu que c'est une communauté carrément qui est créée, donc avec beaucoup de sous-groupes pour chaque pays, il y a le groupe où il y a des formations, je regarde de temps en temps. Parce que des fois il y en a certains qui donnent des liens sur des formations en ligne et ça des fois je vais regarder. Mais oui, c'est bien parce que ça prend forme, mais c'est intéressant. Si Mehdi nous en donne l'accord, on mettra le lien en dessous de ceux qui veulent rentrer dans cette communauté. Avec grand plaisir. D'autant plus qu'il se passe beaucoup de choses avec WhatsApp. Ici, il y a plein de communautés, mais on ne dit pas encore tout. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le média que tu as créé, Africa Digital News. Oui. Et tu peux nous en dire un peu où ça en est aujourd'hui? Moi, pour la petite histoire, j'ai regardé parce que tu sais que la première fois quand on s'était parlé, je crois que tu l'avais un peu évoqué. Okay. Et j'avais un peu regardé.
Et j'ai vu que donc c'était un média pour les pays en Afrique, Afrique de l'Ouest centrale. Moi, forcément, en centrale, je suis parti voir Centrafrique, j'ai vu qu'il n'y avait rien. J'ai dit, bon, c'est un peu. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas encore grand-chose. Mais voilà, peux-tu nous dire un peu, est-ce que tu continues ce projet-là, parce qu'il est un peu en. Non, il continue. Hier, on a eu un prix d'ailleurs. En fait, donc Africa Digital News, c'est vraiment pour traiter donc des médias, des startups, de l'économie numérique, tous les développements qu'il peut y avoir, que ce soit de la société civile ou politique, sur tout ce qui se passe dans le numérique depuis 2019. D'accord. Okay. Et donc, on a commencé chez moi à Brazzaville, Congo-Brazzaville, et avec beaucoup d'échos, notamment en RDC. Et notre idée, c'était vraiment d'accompagner les startups dans leur visibilité. Donc beaucoup d'événements, notamment il y avait Afrobytes, il y a Vivatech à Paris, où on accompagne donc justement ces différentes startups en faisant de la captation des capsules vidéo, en créant des articles, en montrant justement tout le potentiel qu'il peut y avoir dans les startups, notamment congolaises au départ. Et donc c'est ce qu'on continue de faire. Là, actuellement, il y a un grand salon de la FinTech à Kinshasa où on est présent. Donc on couvre médiatiquement cet événement-là. D'accord. Et hier, il y avait les assises, non pas hier, il y a 2 jours. Il y avait les assises du numérique au Congo-Brazzaville avec quelques membres du gouvernement et on a reçu justement un prix honorifique de la meilleure initiative numérique de l'année avec ce média-là. Donc voilà, c'est chouette. Sympa. C'est un grand prix. Mais alors, tu as toi, du coup, tu es encore influent là-dessus. Est-ce que tu vas encore au Congo? Tu es associé avec des gens? Je suis associé avec Restra Poati, qui lui est plus présent que moi sur le média, avec qui on échange beaucoup, et qui actuellement se trouve à Kinshasa pour couvrir cet événement-là. Moi, si jamais, en gros, les événements du côté de Paris quand j'y étais, ou là, quelques initiatives tech de Côte d'Ivoire que je retranscris dans le média. On est souvent appelé, c'est vrai, pour couvrir des médias. On a été, que ce soit au Maroc, en Tunisie, à Paris, beaucoup Congo-Brazza et Congo RDC. D'accord. Voilà. Du coup, là, on va commencer à aborder. On a bien traité la partie professionnelle. Tu nous as présenté ton activité, on a parlé de l'IA. Et je pense que pour toutes les personnes qui travaillent un peu dans cet écosystème-là, ils en ont beaucoup appris. Mais souvent, les questions pratico-pratiques, le logement, la maison, la santé et autres, ça fait aussi partie des défis finalement de la repatriation. Donc la première question, c'est où est-ce que vous êtes installé, vous, à Abidjan? Vous avez choisi quel quartier et pourquoi? Cocody, c'est un petit peu ce qu'on m'avait recommandé également. Et c'est vrai que je cherchais à ne pas être trop loin de mon lieu de travail par rapport aux embouteillages. D'accord. Donc on ne peut pas trop s'éloigner non plus pour ne pas avoir des temps de trajet trop importants. Donc on m'a conseillé Cocody. Quel Cocody du coup? Badon. Vous êtes à Badon, oui, ok. Et vous avez choisi quelle surface? Enfin, pas en mètres carrés évidemment, mais le fameux 2 chambres-salon, 1 chambre-salon 3 chambres. 3 chambres. 3 chambres, ça va. Ok. Et est-ce que c'est indiscret de te demander combien vous coûte ce 3 chambres salon? Autour d'1 million. D'accord, ok. Et aujourd'hui, vous en êtes satisfait, bien installé, Non, très satisfait. Bon, clairement, on a la chance ici avec les appartements d'avoir une qualité de vie qu'on n'avait pas très clairement en France, en Europe. J'avais pas un appartement de cette taille, pas si grand, pas avec ce type de commodité. Donc c'est le retour au pays, en tout cas, permet cela. Et d'avoir une qualité de vie, c'est important. Moi, quand tu vois, tu me demandais les causes sur mon premier feedback, je me dis oui, ma qualité de vie a fortement augmenté. Et effectivement, l'espace dans lequel on vit joue énormément. Qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ton appartement? Enfin, toi, par rapport au-delà de la surface, parce que la surface c'est facile. Au-delà de la surface, honnêtement, je vais te dire la hauteur sous plafond. Ok. C'est bizarre, hein, mais ça change beaucoup. J'ai jamais. Ça change tout. La hauteur sous plafond, ça permet de. C'est pas quelque chose auquel je faisais attention avant. Mais je constate aujourd'hui que c'est quand même sympathique. T'as gagné du volume. T'étais parisien avant ou Non, je vivais beaucoup à Montpellier, entre Montpellier et Paris. Ok. C'est vrai que moi aussi, la hauteur sous plafond, c'est quelque chose qui me parle parce que je me sens moins à l'étroit. Et moi, j'aime bien aussi les grands espaces, forcément. Ça fait qu'aujourd'hui, vu qu'on vit sur le continent africain depuis 8 ans à peu près, quand tu rentres en France, forcément, les espaces sont plus petits et rapidement à l'étroit.
Mais ouais, la hauteur sur plafond, moi aussi, j'aime bien ça. Oui, les pièces sont grandes. Chaque chambre a sa salle de bain généralement. Moi, c'est ça qui me. Ça, j'avoue. Les toilettes visiteurs et puis ton espace privé avec ta salle de bain, ça, c'est vraiment. C'est super. Ouais, exactement. Le dressing aussi, c'est sympa. Alors, par contre, moi, je vais faire ma petite bourgeoise parisienne. Dans le 18e, j'ai toujours eu de la hauteur sur plafond. Oui, d'accord. Et donc, l'un de mes critères quand j'arrive au Gabon, c'était le cas. Quand je suis arrivée au Gabon, j'ai visité des immeubles qui étaient construits, c'est les immeubles des années 60. En fait, finalement, il n'y avait pas tant que ça d'auteur sous plafond sur beaucoup d'appartements. Donc, je me sentais écrasée. Et j'étais arrivée en mode, non, mais je vais trouver mon appartement toute seule et tout. Puis finalement, il y avait un oncle qui avait cherché pour moi et que j'avais un peu snobé. Je suis allée visiter son appartement. Ouais. Et quand j'ai vu le truc, je fais ouais, non, c'est bon, je signe. C'est bon, j'avais vraiment ma hauteur sous plafond. Et donc voilà, je fais un peu ma snob. Désolée, les gars. Non, ouais, ça m'a changé. C'est trop agréable. Et vous l'avez trouvé comment, du coup, ce jour? Ma collègue m'avait visité. Ah oui, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, effectivement. Et quand tu vois, tu sais. D'accord. Ça, tout est dit. Ah ouais, d'accord. Quand tu vois, tu sais. Tout est dit. Alors, un autre aspect de la vie ici, c'est les espaces de coworking. Oui. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu saurais nous citer des bons spots de coworking? Est-ce que tu as eu l'occasion de... Je suis jamais allé. J'ai entendu parler de Collab. Où je prépare peut-être un événement là-bas au Royal Walk. Je prépare une masterclass qui va lancer ma formation en grosse marketing. Donc, c'est les deux endroits que je connais. Ouais, Royal Walk, en effet, qui est au... Je suis parti écouter un podcast de Malik, Royal Walk, et j'ai entendu parler du Collab. D'accord. T'as écouté, il faisait en direct, c'est ça, le podcast? Oui, Choose Your Mentor, très sympa. Ok. Malik, c'est Choose Your Mentor. Hein. Oui, Malik Diabaté de Choose Your Mentor. Ok, qu'on salue aussi. On salue beaucoup de monde. Hein. C'est comme je dis, en fait, c'est une petite communauté. Que des big up. Une question qui n'a rien à voir, mais qui est quand même un vrai sujet. Le compte en banque. Ah, ok. Alors, pas ce qu'il y a dedans, mais l'ouverture du compte en banque. Voilà. Non. On va te demander combien tu as sur ton compte en banque. Non, mais comment est-ce qu'on gère, en fait, cet aspect-là? Est-ce que toi, tu as un compte... Donc, aujourd'hui, je suppose que tu n'as qu'un compte personnel, mais avec ton entreprise, comment est-ce que tu vois les choses, tiens, d'ailleurs? Alors, très rapidement, on m'a conseillé d'ouvrir un compte Jamo pour être payé. Ok. C'était assez important parce qu'en un jour, tu peux avoir un RIB et être payé et faire tes différents achats en magasin ou en ligne. Et par la suite, on m'a conseillé une banque dans laquelle j'ai ouvert un compte avec, c'est là où je fais une facture, etc. D'accord. On m'a conseillé comme banque, on m'a dit la meilleure banque. Oui. Attends, la meilleure banque qui est la banque. C'est celle où tu connais quelqu'un. J'attendais. C'est souvent ce qu'on entend. Ou c'est celle où tu te sens bien, où tu as une relation particulière avec Exactement, ouais. Tu lui parles sur WhatsApp à n'importe quelle heure, elle te répond. Ouais. Okay. C'est ça qui m'a décidé de choisir cette banque-là. Et tu es satisfait? Ouais, pour l'instant, ça va. Ok, très bien. Et tes transactions France, Europe, France, enfin, on est encore un pied là-bas, donc... je me suis rendu compte... généralement, j'ai pas trop fait de transfert entre les deux pays. Mais ça me semble un peu compliqué de la Côte d'Ivoire vers la France. Oui. J'ai expérimenté qu'une fois, j'ai eu des frais de transfert relativement importants. Et je me suis dit, il y a un truc là, il y a peut-être un truc à faire. Ça coûte un peu. Quand tu je sais pas. Si vous avez le problème, il n'y a que moi ou... Ça prend du temps et ça coûte. C'est ça. Voir parfois ça disparaît. Enfin, non, je t'assure. Ça disparaît. Oui, ça disparaît. T'as pas. Alors, le fameux groupe WhatsApp où seuls les VI sont. Bonjour les VI. Ou alors, non, c'est bien dans ce groupe-là où quelqu'un a fait justement un transfert. Alors, c'est Côte d'Ivoire-France, en l'occurrence. Ou France-Côte d'Ivoire. Non, c'est France-Côte d'Ivoire. Excuse-moi. Okay. C'est bien France-Côte d'Ivoire. Et c'est arrivé ici, c'est arrivé dans une espèce de compte en attente. Et on leur demande des informations, des justificatifs, des trucs et tout. Ça fait 6 mois que ça dure. Ah non. Ah ouais, non, là c'est compliqué. Et tu vois, et c'est compliqué parce que c'est des sommes assez importantes qui étaient destinées à quelque chose de bien précis. Et ça fait 6 mois que ça dure, qu'on ne sait pas réellement où est l'argent et qu'on leur demande des pièces et des pièces et des pièces. Donc il y a ce genre de surprise-là.
C'est pas tout le monde, hein, c'est toujours c'est des accidents qui arrivent, mais c'est un peu embêtant. Moi, je l'ai fait une fois de mon compte en France vers Revolut, Revolut vers Jamo. Très rapide, instantané quasiment. Ouais, il y a un partenariat Revolut Jamo. Ouais, mais dans le sens inverse, là, j'ai pas trouvé. Ouais, oui, envoyer d'ici vers. Là, on utilise les moyens de débrouille en fait entre nous, entre celui qui a besoin d'euros et celui qui a besoin de CFA. C'est ça. Et WhatsApp pour tous, c'est vous qui me l'avez enseigné. et le réseau, ouais, tout à fait. WhatsApp pour tout. Super, merci en tout cas pour tous ces conseils. On arrive presque à la fin de notre échange. Yes. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aime bien avoir les questions mystères à 360 degrés. C'est-à-dire que maintenant, c'est toi qui vas nous poser les questions. Ah, trop bien. Je peux en prendre une ici, là? En fait, c'est ça, tu vas en prendre deux. Il y en aura une pour Ismaël, une pour moi. Et comme ça, les gens pourront savoir un peu plus sur nous. Et vous avez droit à un joker, vous? Non. Non, on n'a pas le droit. Non. Ok. T'est-il arrivé de donner ta confiance à une personne ici et de l'avoir amèrement regretté? Question pour Donald. Tu sais, j'avais le cœur qui battait. Ah ouais? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que j'ai donné ma confiance à quelqu'un, d'avoir amèrement regretté? Non, pas vraiment. Après, oui, j'ai déjà été déçu par des personnes. Ouais. Forcément, en effet, ouais. Et en plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, où ici, tu es pas mal sollicité pour des projets, pour des collaborations. Et c'est vrai que forcément, voilà, il y avait un projet sur lequel j'étais, ça s'est pas bien passé, forcément, tu es un peu déçu de comment ça s'est passé, la personne. Mais voilà, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça vraiment sur aujourd'hui, on va dire, l'expérience qui m'a un peu... Ok. Merci. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise en matière de recherche d'emploi depuis ton retour? Moi déjà au départ je suis entrepreneur, donc je ne cherche pas réellement de l'emploi. Oui. Néanmoins, comme je disais, mon projet me donne un peu de temps et donc je pouvais prendre des missions en freelance. Ok. Quand j'ai voulu rechercher, très naturellement, j'ai adopté la posture de tout le monde, la recommandation, le réseau. Ok. Donc j'ai semé des graines autour de moi aux personnes qui pouvaient en fait faire écho et qui ont fait écho, et je m'étais donné un délai au moment auquel je penserais que je serais le plus disponible, et c'est ce qui s'est passé. Donc depuis février, je fais une mission en freelance, toujours dans mon secteur d'activité. Okay. Mais c'est vraiment chouette. Donc c'est par le réseau. Le réseau. Essentiellement, oui, par le réseau. Je ne crois pas, mais on en a un peu parlé à LinkedIn et autres, mais pourtant apparemment ça fonctionne aussi. Tu peux trouver du travail par des moyens plus traditionnels. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup la recommandation. Et les gens recrutent en se disant attends, je te confie telle personne, elle je la connais bien, ça va bien se passer, prends-la. Ok, cool. Merci, voilà. Vous êtes prêts au jeu? Merci à toi. Merci beaucoup. Écoute, on arrive à la fin de notre échange épisode. Merci encore beaucoup Gaël d'avoir été avec nous. Merci à vous. D'être livré sur ton ambition et sur ton parcours. Donc on a appris plein de choses. Merci Ismaël, la compagne de toujours. Et merci à vous de nous suivre, d'être toujours aussi nombreux, pour nous rejoindre sur les réseaux, sur les plateformes. On attend toujours vos commentaires pour vraiment faire vivre cette communauté et faire en sorte que l'on puisse donner le maximum de conseils pratico-pratiques à tous ceux qui veulent tenter leur chance ici à Abidjan et sur le continent de manière générale. Prenez soin de vous et à bientôt. On espère bientôt vous dire Aquabac. Ciao.